Winter is around the corner. Time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Il faut atteindre le sommet. Telles étaient les paroles de Tony Beats. Une philosophie qui l'a propulsé au rang de légende dans le monde de l'exploitation aurifère. C'est une conviction qu'il a gardée tout au long de sa carrière. Un homme qui réussit vraiment doit quitter la scène au sommet de sa puissance. Mais la frontière entre l'ambition et la chute peut être ténue. Si l'ambition peut être une motivation, lorsqu'elle dépasse un certain seuil, elle peut avoir des conséquences irréversibles. L'histoire de Tony Beats et de son fils, Mike Beats, est devenue un avertissement terrifiant pour quiconque poursuit la gloire à tout prix. Tout n'a pas commencé par un raid spectaculaire ni une découverte choquante, mais par des murmures, de subtils soupçons exprimés par un mineur rival. Pourtant, ces accusations discrètes ont rapidement déclenché une enquête de 3 ans qui a révélé une conspiration criminelle si vaste qu'elle a éclipsé tous les scénarios jamais diffusés dans leur populaire émission de télé-réalité. Et le dernier chapitre n'a pas été écrit par les producteurs. Il a été écrit dans une salle d'audience où un juge et un jury ont rendu un verdict confirmant les rumeurs les plus sombres. La dynastie Beats était finie, la chute des rois vikings. Suite à un retournement de situation stupéfiant qui a bouleversé le monde de la télé-réalité et l'industrie minière professionnelle, Tony Beats et son fils Mike ont été condamnés à la prison à vie. Le verdict, rendu devant une salle d'audience bondée du Yukon, a marqué une fin sombre et dramatique pour l'aventure des stars de la ruée vers l'or. Tony a dit un jour, « Tout temps mort est mauvais, car on veut continuer à avancer. Il faut sans cesse extraire l'or. » Cet état d'esprit a contribué à faire du duo père-fils. Connu pour son fort accent néerlandais, son langage grossier et son éthique de travail pragmatique, une renommée internationale. Mais cette même détermination n'a pas pu les protéger des graves accusations qui leur ont finalement été portées. Il ne s'agissait pas de simples erreurs ou de manquements à la réglementation. Les accusations comprenaient des violations environnementales généralisées, l'acte illégal de claim jump, des déclarations frauduleuses de production d'or et, surtout, une association de malfaiteurs que le procureur principal a qualifiée de « inédite dans l'histoire minière moderne ». Dans la salle d'audience, le silence était palpable. On aurait dit une mouche volée. Tous les regards étaient rivés sur Tony et Mike Beats, le duo autrefois emblématique, aujourd'hui jugé. Le juge les regarda droit dans les yeux et, d'une voix ferme et mesurée, leur annonça la pire nouvelle de leur vie. En raison de la préméditation et de l'ampleur de leur crime, et parce qu'ils ne manifestaient aucun remords, ils passeraient le reste de leur vie derrière les barreaux. À jamais. Tony, le chef des Vikings au caractère implacable, connu de millions de personnes grâce à la télévision, resta figé comme une statue. À 75 ans, il ne broncha pas lorsque la sentence fut prononcée. Mais vint alors le moment qui le brisa définitivement. Le juge a prononcé la même peine de prison à vie pour son fils Mike, âgé de 35 ans. C'est alors que le visage dur de Tony s'est fissuré. Son apparence dure a laissé place à quelque chose de brut et de réel. Mike, quant à lui, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son visage est devenu tout pâle lorsque la réalité l'a frappé. Sa vie telle qu'il la connaissait était terminée. Paradise Hill, la mine glorifiée à la télévision comme une terre de richesse et d'opportunités, a été démasquée devant le tribunal comme le quartier général d'une opération criminelle secrète fondée sur le mensonge et la destruction. Ce qui avait autrefois fait sa renommée était désormais le fondement même de son effondrement. Mais ce qui a encore plus choqué le public, c'est que ce ne soit pas la police qui ait initialement découvert la vérité. L'opération commença à s'effondrer à cause d'un seul individu. Et le plus surprenant, c'était quelqu'un d'inattendu. À l'époque, la famille Beats possédait encore plusieurs concessions minières à l'extrémité sud de la vallée, des terres toujours considérées comme productives, mais tranquilles. C'est précisément à la frontière de ces terres que la situation commença à changer. La personne qui, involontairement, a déclenché toute cette chaîne d'événements n'était autre que leur rival de toujours, Parker Schnabel. Leur histoire commune rendait la chose encore plus incroyable. Des années auparavant, c'était Tony Beats lui-même qui avait encadré Parker, lui transmettant nombre des compétences essentielles qu'il utiliserait plus tard pour bâtir sa propre entreprise d'extraction d'or prospère. À un moment, Tony avait presque considéré Parker comme un protégé. Mais le temps passa et l'étudiant devint le concurrent. Par pure coïncidence, la nouvelle opération de Parker était située juste à côté du site d'activité du Beats. C'est cette proximité qui lui a permis d'observer une activité inhabituelle.
de petites choses au début, des incohérences qui n'avaient aucun sens. Ces événements ne se produisaient pas en plein jour, lorsque les caméras tournaient et que tout était mis en scène pour la télévision. Ils se déroulaient plutôt tard dans la nuit, bien après le départ de l'équipage. Que se passait-il exactement dans l'obscurité? Parker a témoigné devant le tribunal qu'il avait commencé à remarquer des signes inquiétants, des choses qui suscitaient de sérieuses inquiétudes. L'un des incidents les plus alarmants qu'il a décrits a été la vue d'une eau épaisse et sombre s'écoulant de la mine Beats jusqu'à sa propriété, de l'autre côté de la frontière. Une eau qui n'était manifestement pas un ruissellement naturel. Cela s'est produit à plusieurs reprises, mais il se souvenait précisément d'un incident survenu vers 3 heures du matin. Ce spectacle l'a suffisamment perturbé pour qu'il intervienne. Conscient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une eau boueuse issue d'opérations normales, Parker a prélevé des échantillons et les a envoyés en laboratoire pour des analyses. Les résultats étaient extrêmement préoccupants. L'eau était contaminée par des substances hautement toxiques, dont du mercure et plusieurs produits chimiques industriels strictement interdits dans les pratiques minières modernes en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé publique. Parker comprit que ce n'était pas le résultat d'un ruissellement accidentel ou d'une mauvaise gestion. C'était délibéré. La contamination était non seulement nocive, mais illégale, et elle suggérait que l'exploitation Beats se livrait à des pratiques visant à extraire de l'or à tout prix, sans se soucier de la légalité ou des conséquences environnementales. Dans son témoignage sous serment, Parker déclara que malgré son respect passé pour Tony, il se sentait légalement et moralement tenu de signaler ce qu'il avait vu. Cette seule décision, informer les autorités, fut la première étape d'une réaction en chaîne qui allait finalement conduire à l'effondrement de l'empire minier Beats. Ce qui avait commencé comme une observation privée devint une enquête fédérale de grande envergure. Au fil du procès, il devint évident que la version des faits présentée à la télévision ne représentait qu'une partie édulcorée d'une réalité bien plus vaste et bien plus inquiétante. La salle d'audience s'est rapidement transformée en une scène surréaliste, remplie de visages familiers de la série La ruée vers l'or. Des individus ayant participé à des séries télévisées sur l'exploitation minière apparaissaient désormais comme témoins clés dans une affaire criminelle majeure. L'un des témoignages les plus cruciaux est celui de Rick Ness, un autre mineur célèbre qui avait travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Beats et Parker au fil des ans. Le témoignage de Rick Ness a apporté une contribution essentielle à l'enquête. Il a fourni un témoignage étayant l'existence de ce que les procureurs ont commencé à appeler une stratégie d'exploitation minière double. Selon Ness, Tony Beats avait maintenu 2 modes d'exploitation distincts, l'un destiné au grand public et aux téléspectateurs, et l'autre mené en secret, dans le seul but de maximiser la production d'or par tous les moyens nécessaires. Au tribunal, Ness semblait visiblement mal à l'aise. Il témoignait maintenant contre des personnes avec lesquelles il avait travaillé. Il a déclaré au jury que Tony avait clairement indiqué que certaines choses ne pouvaient jamais être filmées et qu'en parler en dehors de l'équipe pouvait avoir de graves conséquences. L'implication était claire. Un système était en place pour dissimuler les comportements illégaux ou contraires à l'éthique aux autorités de régulation et au public. Les déclarations détaillées de Ness ont aidé les procureurs à établir des liens. Ils ont utilisé son témoignage, ainsi que des données environnementales, des enregistrements de surveillance et d'autres témoignages, pour dresser le portrait d'une tromperie délibérément orchestrée, une exploitation aurifère à 2 visages, l'un pour les caméras, l'autre pour le profit. Aux yeux des téléspectateurs, l'exploitation minière de Beats semblait conforme à la réglementation, organisée, efficace et légale. Chaque scène filmée était soigneusement cadrée pour présenter une exploitation familiale légitime et assidue. Mais selon les témoignages recueillis lors du procès, cette image publique n'était qu'un aspect de la réalité. Lorsque les caméras ont cessé de tourner et que l'équipe de production a quitté le site, une méthode d'exploitation minière totalement différente a été mise en place, au mépris des règles et causant des dommages importants tant au territoire qu'à la loi. Cette dualité a été confirmée par le témoignage clé de Christo Doyle, producteur exécutif de Gold Rush, la série qui a rendu célèbre la famille Beats. Lors du contre-interrogatoire, Doyle a été interrogé sur le degré de supervision exercé par l'équipe de production pendant les opérations minières. Sous serment, il a admis que la majeure partie du travail effectué par les mineurs n'était jamais filmé. Gold Rush filme environ 15% de la saison minière, a-t-il expliqué.
Nous n'avons aucun moyen de surveiller ce qui se passe pendant les 85% restants. Nous nous en remettions entièrement à l'intégrité de nos exploitants miniers et à leur volonté de respecter les réglementations locales en matière d'environnement et de sécurité. L'accusation s'est appuyée sur cette déclaration pour affirmer que la famille Beats avait délibérément exploité cette lacune, sachant quand et comment ils étaient filmés. Ils pouvaient mettre en scène des opérations légales et sans incident pour l'équipe de télévision, tout en se livrant à des pratiques illégales en coulisses. Doyle a également reconnu les limites de la production. Ce n'est pas que je n'apprécie pas Tony débarque ici. C'est qu'il passe toujours sous silence les grands progrès pour tenter de vous démolir. Personne n'a envie de se casser la gueule et d'être harcelé pour ça. Cela a mis en évidence la tension entre le travail minier réel et la manière dont il était présenté à des fins de divertissement. Plusieurs membres de l'équipe de production de Gold Rush ont été appelés à témoigner. Certains ont affirmé n'avoir eu connaissance d'aucun acte répréhensible. D'autres, en revanche, ont admis avoir nourri des soupçons en secret, mais choisi de ne pas les dénoncer. Plusieurs producteurs et membres de l'équipe ont déclaré avoir constaté des incohérences, comme des stocks manquants, des opérations nocturnes inexpliquées ou des changements soudains dans le flux de travail, mais ne les ont pas signalés, craignant de compromettre le succès de l'émission ou leur propre emploi. Cela a créé ce que les procureurs ont décrit comme une culture du silence, où des pratiques contraires à l'éthique et illégales ont pu prospérer sans contrôle, simplement parce que personne n'avait l'autorité ou la motivation d'enquêter plus avant. Le succès financier de la série et la renommée de la famille Beats avaient, de fait, créé un angle mort majeur. La stratégie était simple: agir dans les limites légales lorsque les caméras étaient allumées, puis recourir à tous les moyens nécessaires pour extraire autant d'or que possible lorsque les caméras étaient éteintes, sans tenir compte des dommages environnementaux ni des restrictions légales. Cependant, la tromperie dépassait la simple stratégie d'exploitation minière partagée. Elle touchait plus profondément, au cœur même de la structure familiale Beats. L'un des moments les plus dramatiques et inattendus du procès fut celui d'un témoin qui faisait partie de la famille depuis le tout début, Minnie Beats. Épouse de Tony depuis plus de 40 ans et comptable et administratrice financière de longue date des affaires familiales, Minnie avait joué un rôle central en coulisses pendant des années. Son nom avait rarement été mentionné publiquement, mais elle avait été impliquée dans tous les aspects de leur entreprise minière. Dans une salle d'audience bondée de journalistes et d'observateurs judiciaires, Minnie a créé la surprise en acceptant de témoigner contre son mari et son fils en échange d'une immunité totale. Sa décision fut à la fois juridiquement significative et personnellement dévastatrice. Elle a remis des années de documents financiers jusque-là cachés aux autorités. Ces documents ont constitué la base des plaidoiries finales de l'accusation. Selon son témoignage détaillé, la famille s'était engagée dans un stratagème à long terme visant à sous-déclarer ses rendements d'or aux organismes de réglementation. En dissimulant une grande partie de leur production réelle, elles parvenaient à échapper aux impôts et aux obligations de déclaration environnementale. Mais Minnie est allée plus loin. Elle a fourni des preuves de la manière dont cet or non déclaré transitait par des circuits de vente informels et illégaux, communément appelés le marché noir, où il était échangé contre des espèces et utilisé pour financer des achats privés et des comptes offshore. Au total, des millions de dollars de revenus avaient été dissimulés au gouvernement et aux producteurs de l'émission. Son témoignage était précis et bien structuré, incluant des feuilles de calcul, des registres et de la correspondance interne. Pour l'accusation, ce fut le coup de grâce. Il confirma que l'opération illégale ne concernait pas seulement des violations environnementales, mais qu'elle s'inscrivait dans une vaste fraude financière. La décision de Minnie de se retourner contre sa propre famille a provoqué une profonde rupture. Selon les archives judiciaires et les comptes rendus post-verdict, la famille Beats a été divisée. Phil, Monica et Bianca Beats, toutes deux régulièrement invitées à l'émission Gold Rush, ont assisté à l'audience de détermination du verdict. Dans une déclaration écrite, transmise par l'intermédiaire de leur représentant légal, elles ont exprimé leur profonde tristesse et leur déception face aux preuves présentées contre leur père et leurs frères. Elles n'ont pas témoigné au procès, mais leur présence dans la salle d'audience a été étroitement surveillée. Après le prononcé de la sentence, Monica et Bianca ont quitté le tribunal par une porte latérale, évitant la presse. Des observateurs ont décrit leur attitude comme visiblement bouleversée.
Elles ont refusé de répondre aux questions et n'ont fait aucune autre déclaration publique. Entre-temps, Kevin Beats, un autre fils de Tony, également présent dans l'émission, n'a pas été inculpé. Son lieu de détention pendant le procès n'a pas été révélé et il n'a pas comparu devant le tribunal. Les preuves montraient qu'il n'avait pas participé à la prise de décision concernant ces pratiques illégales. Il s'est joint à ses sœurs pour exprimer son choc et a demandé le respect de sa vie privée. L'image du clan familial soudé et inflexible, si essentielle à la marque Gold Rush, a été brisée à jamais. La femme qui gérait les comptes, qui connaissait chaque dollar encaissé et dépensé, avait choisi de révéler la vérité plutôt que de protéger les mensonges. Son témoignage démontrait que les fondations de l'Empire Beats étaient non seulement fissurées, mais complètement pourries de l'intérieur. Et à mesure que les secrets de la famille étaient dévoilés, l'ampleur incroyable des dégâts matériels qu'ils avaient laissés sur la planète était également révélée. Le terrain empoisonné. Ce que nous avons découvert allait bien au-delà des économies réalisées pour maximiser les profits. La procureure principale, Catherine White, a déclaré lors du procès que les preuves révélaient des efforts délibérés et soutenus pour contourner pratiquement toutes les réglementations de protection de l'environnement du territoire. Le résultat, a-t-elle expliqué, a été des dommages dont les experts estiment qu'il faudra des décennies et des millions de dollars pour les réparer. L'accusation a présenté un ensemble de preuves environnementales convaincantes et troublantes. Elle a montré au jury des images satellites prises sur plusieurs années. Les photos prises avant le procès montraient la nature sauvage et intacte du Yukon. Les images prises après l'exploitation des Mine Beats montraient un paysage dévasté et dévasté. On a assisté à des détournements massifs et non autorisés de rivières et de ruisseaux, ainsi qu'à la destruction complète de zones humides protégées. Il ne s'agissait pas d'accidents. Il s'agissait d'opérations soigneusement planifiées, conçues pour extraire l'or le plus rapidement possible, sans se soucier des conséquences à long terme. Des scientifiques de l'environnement ont témoigné du désastre chimique créé par l'équipe de Beats. Ils ont présenté des résultats d'analyse d'échantillons de sol et d'eau véritablement choquants. Certaines zones étaient contaminées par du mercure et d'autres métaux lourds, dangereux à des niveaux plus de 200 fois supérieurs à la limite légale. Il ne s'agissait pas seulement d'une infraction, mais d'un acte flagrant d'empoisonnement des sols. Le mercure est une substance toxique utilisée dans certains procédés illégaux d'extraction d'or, et les concentrations détectées suggèrent une utilisation fréquente et massive. Suite à une chute brutale, le monde de Gold Rush a été bouleversé. L'histoire de Tony et Mike Beats s'est terminée non pas par une montagne d'or, mais par une condamnation à perpétuité, et les détails de leur arrivée là sont véritablement stupéfiants. Leur quête d'or leur a coûté cher, laissant derrière elle un paysage empoisonné et dévasté. L'enquête, qui a duré 3 longues années, a révélé que les magnifiques paysages télévisés cachaient un sombre secret. Les Beatles traitaient le Yukon comme leur propre poubelle. Le tribunal a appris que des produits chimiques dangereux comme le mercure avaient été utilisés, empoisonnant le sol à des niveaux plus de 200 fois supérieurs à la limite légale. Il faudra des décennies pour nettoyer ce désastre toxique. Leur réseau de mensonges n'a pas seulement endommagé la Terre, il a aussi trompé leurs collègues mineurs. Lors du procès, de nombreuses autres stars de la ruée vers l'or sont venues témoigner, et leurs récits ont dressé un tableau sombre. Todd Hoffman a suggéré que Tony avait qualifié son équipe d'amateurs parce qu'ils respectaient les règles, contrairement aux Beats. Dave Turan a déclaré au tribunal qu'il soupçonnait les Beats d'avoir exploité secrètement ses terres, volant son or à l'insu de tous. Un autre mineur, Fred Lewis, se souvenait que Tony Beats se vantait de ne pas avoir à suivre ces règles stupides, car il savait comment les contourner. Je m'en fiche si quelqu'un meurt. Je ne veux juste pas aller en tôle parce qu'ils n'ont pas fait attention quand je leur ai dit de sortir de là. Les avocats de la défense ont tenté d'argumenter que Tony Beats ne faisait que jouer un personnage pour la télévision. Ils prétendaient qu'il était une star de la télévision au franc-parler, et non un véritable criminel. Mais cet argument s'est effondré lorsque l'accusation a présenté sa preuve la plus convaincante, des enregistrements audio secrets. Sur ces enregistrements, on entendait Tony enseigner à son fils Mike comment enfreindre la loi et le cacher aux inspecteurs. Il lui indiquait même les meilleurs moments pour utiliser des produits chimiques illégaux afin d'éviter de se faire prendre. Les enregistrements prouvèrent qu'il ne s'agissait pas d'un acte criminel, mais d'une opération criminelle planifiée. Le jury les déclara rapidement coupables. Alors qu'on l'emmenait menotté, Tony Beats regarda la foule et dit « Le Viking est tombé ».
Son empire avait disparu. L'histoire de Tony et Mike Beats nous rappelle brutalement que la réalité est souvent bien différente de ce que l'on voit à la télévision. Leur empire s'est effondré, laissant derrière lui un héritage empoisonné. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la télé-réalité? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres sujets d'actualité.